La Ville de Montréal avait prévu par temps froid l'ouverture d'Halte Chaleur pour les itinérants, mais l'opération a subi quelques ratés durant les derniers jours. On en parle cette semaine au Bulletin. Le directeur général d'un organisme d'intervention auprès des aînés en situation d'itinérance vient nous parler de cette problématique. Aussi à l'émission, on découvre le Collège néoclassique, une institution qui donne des cours inspirés de la formation du Collège classique. Et une nouvelle coopérative brassicole a fait son apparition dans Rosemont, la petite patrie. L'un des fondateurs est en studio avec nous. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Le début d'hiver rigoureux que nous avons connu n'est pas de tout repos, bien évidemment, pour les personnes en situation d'itinérance. Si des haltes chaleur sont disponibles en période de grand froid, certains organismes font pression pour les rendre accessibles même lorsque la température est moins froide. Et nous aborderons aujourd'hui ce sujet et plusieurs autres avec notre invité, Robert Baudry. Il est directeur d'un organisme qui s'appelle Le Pas de la rue. Monsieur Baudry, bonjour. Bonjour, Monsieur McArdle. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, on va parler de votre organisme pour le faire découvrir à nos téléspectateurs, mais avant, je veux qu'on parle de toute la question des haltes chaleur. Donc, il y a eu une grosse vague de froid au début du mois de janvier. Le 4 janvier, il y a eu une mauvaise interprétation de température qui a fait qu'une halte chaleur n'était pas ouverte, l'autre l'était. Dans un premier temps, à quoi ça ressemble, à quoi elles ressemblent dans le fond ces haltes chaleur? En fait, les haltes chaleur de base, c'est des lieux qui déjà ont des opérations pendant la journée de centre de jour où ils reçoivent les gens qui sont en situation d'itinérance. Par exemple, la halte chaleur qui n'a pas ouvert cette nuit-là, c'est St. Michael's Mission. À chaque jour, ils vont recevoir dans un sol d'église 200 personnes qui sont en situation d'itinérance, des personnes qui viennent là manger, soupe populaire, etc., avec très, très peu de moyens. Et à quel endroit ça se situe? C'est situé juste en dessous de l'église au Toit-Rouge, qui est en plein cœur du quartier des spectacles. Okay. L'autre endroit, c'est l'Anonyme, en fait, qui a un local un peu plus dans l'est. Donc, les haltes chaleur, c'est un projet qui avait été créé par la Ville de Montréal pour offrir une réponse aux problématiques là, de froid, parce que on le sait, ça a un impact là, direct, là, ces gens qui vont coucher dehors, qui ne sont pas nécessairement dans les refuges. Parce que les personnes en situation d'itinérance peuvent bénéficier de places en refuge lorsqu'il y a des places de disponibles, évidemment. Ça, je ne suis pas convaincu qu'il y en a suffisamment. Vous me corrigerez si je me trompe. Là. Bien, en fait, il y a des projets spéciaux pendant les protocoles d'hiver où il y a une navette de la mission OBM qui passe un peu partout dans la ville de Montréal pour récupérer les gens. Et les refuges ne refusent personne pendant le temps des fêtes. Donc, absolument personne. Les gens qu'on retrouve généralement dans les haltes chaleur, c'est ceux qui n'ont pas pu avoir accès à cette navette-là ou qui ne veulent tout simplement pas aller dormir dans les grands refuges comme OBM, la Maison du Père, etc. pour différentes raisons. Soit ils sont intoxiqués, soit qu'ils ont des problèmes de comportement ou soit que c'est pas un endroit qui les ressemble. On parle des communautés autochtones. Pour eux, souvent, c'est difficile de se retrouver dans des organisations là, comme OBM ou comme la Maison du Père. OBM, qui est la mission Brewery, qu'on connaît plus, oui, sous ce nom-là. Donc, les haltes chaleur, à partir d'un certain degré Celsius qui est atteint à l'extérieur, ces deux haltes chaleur-là ouvrent. C'est 27 degrés Celsius, moins 27, bien évidemment, en ce moment. Donc, il y a eu une confusion. Il y en a une qui a ouvert, l'autre qui n'a pas ouvert. Est-ce qu'on sait pourquoi? Bien, en fait, on sait très bien pourquoi, parce que c'est pas nécessairement une mauvaise interprétation de la température, c'est que George, le directeur général de cet organisme-là, lui avait un mandat de la ville d'ouvrir à la température de moins 27 degrés Celsius. Et travaille avec les agents de police qui lui ont donné l'information d'ouvrir ou pas ouvrir. Il faut aussi savoir que cet organisme-là travaille avec très, très peu de moyens. Donc, ils ont une subvention de la ville pour les haltes chaleur, mais ça couvre pas tous les frais. Ils ont 2 personnes qui travaillent à temps plein. C'est une permanence de 2 personnes. Le reste, ce n'est que des bénévoles. Et ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir les haltes chaleur. Donc, pour l'organisme, c'est un peu aussi une question de vie ou de mort. Est-ce que j'ouvre, est-ce que j'ouvre pas? Mais malheureusement, c'est la même chose aussi pour les gens qui sont à l'extérieur. Donc, on se retrouve effectivement face à un dilemme. Mais pourquoi? Pas nécessairement parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de la température, mais parce que les ressources sont absentes pour bien financer les haltes chaleur. Parce qu'on s'entend tous pour dire qu'on devrait réduire au maximum le nombre de degrés dans les haltes chaleur pour accueillir le plus de personnes possible, parce qu'on ne devrait laisser personne à la rue. Mais encore faut-il avoir les ressources en tant qu'organisme pour pouvoir les accueillir. Selon vous, la solution, ce serait que la Ville de Montréal ou d'autres paliers de gouvernement investissent plus massivement? Absolument, ou même la communauté, parce que c'est un problème qui implique les gouvernements, mais aussi c'est un problème qui touche la communauté.
on s'offusque avec les haltes chaleur, mais au final, on devrait plutôt s'offusquer par le fait qu'il y a des gens qui couchent à l'extérieur. Donc ça, c'est choquant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Bien, on investit. Et oui, ça prend des investissements qui sont beaucoup plus conséquents que seulement 20 000 $ pour ouvrir à certains moments dans l'année. Il y a plusieurs organismes qui travaillent avec les personnes en situation d'itinérance. Le Pas de la rue, l'organisme que vous dirigez, en est un, qui a une mission très, très précise, très particulière, c'est de s'occuper des aînés en situation d'itinérance. Des gens de 55 ans et plus. Donc, de 55 ans et plus. Il y en a, et c'est une clientèle, en quoi cette clientèle-là, elle est différente des autres clientèles? Bien, en fait, on le voit au Québec, mais dans toutes les grandes villes, on a un vieillissement de la population qui s'accélère. C'est la même chose au niveau de l'itinérance. On voit de plus en plus de personnes en situation d'itinérance âgées, pour différentes raisons. Parce que quand on a 55 ans, souvent, la vie peut basculer en un claquement de doigts. Une perte d'emploi, un deuil, des problématiques de consommation, etc. Et c'est très difficile de s'en sortir parce que la plupart de nos programmes sont adaptés pour les gens qui sont dans la trentaine, les jeunes, les gens de 40 ans. Mais à partir du moment qu'on est dans la cinquantaine, c'est beaucoup plus difficile. Et avant d'avoir la pension de vieillesse, on a quand même à peu près 10 ans, là, si on parle de entre 55 et 65. Donc, c'est souvent une période où les gens sont très fragiles parce qu'ils peuvent sombrer très, très vite et c'est très difficile de les en sortir. Donc, le Pas de la rue a été créé il y a presque une vingtaine d'années par les petits frères pour pouvoir offrir une réponse aux gens qui étaient en situation d'itinérance, mais qui étaient aussi en situation de vieillissement. Et quel service vous offrez à votre clientèle? En fait, on offre un continuum de services vraiment très adapté pour cette clientèle-là qui commence par l'intervention de proximité, où on envoie des gens directement chez les personnes qui seraient à risque d'itinérance ou dans des lieux publics où on va trouver des gens en situation d'itinérance pour leur offrir un service d'écoute, d'aide, de référence et d'accompagnement. Donc, vous n'intervenez pas qu'auprès de gens qui sont en situation d'itinérance. Vous essayez de prévenir que d'autres personnes tombent dans cette situation-là. On veut fermer la porte d'entrée de l'itinérance puis ouvrir la porte de sortie de l'itinérance, essentiellement. Donc, notre intervention de proximité va rejoindre ces gens-là pour le prévenir. Va accompagner aussi les gens qui fréquentent notre organisme pour aller vers des démarches autant auprès de la santé, auprès du judiciaire, auprès de l'emploi. Ensuite, on a un centre de jour qui est ouvert 6 jours par semaine. Ça, c'est important de le dire. Depuis avril, on ouvre également les dimanches. Donc, pour permettre aux gens de briser l'isolement, de pouvoir se retrouver avec des intervenants psychosociaux qui vont être là dans un accompagnement. On dit que c'est nos personnes accompagnées. On les accompagne dans leur démarche. On offre un service de sécurité alimentaire où on va offrir des petits déjeuners et des dîners. On offre un service d'infirmerie aussi sur place pour les gens qui auraient des problématiques de santé et ultimement un programme qui vient tout juste d'ouvrir de 8 logements de transition pour les préparer à retourner en appartement. Donc, ces logements-là sont situés à quel endroit? Juste à côté de notre organisme. Donc, vous êtes sur le boulevard René-Lévesque? On est sur le boulevard René-Lévesque, dans l'îlot Sainte-Brigide, cette magnifique église-là qui a été restaurée, qui réunit une dizaine d'organismes communautaires qui travaillent en itinérance, en préemployabilité, pour la jeunesse, etc. Si nos téléspectateurs veulent contribuer d'une manière ou d'une autre à votre organisme, j'imagine comme la plupart des organismes à but non lucratif, vous êtes à la recherche de dons, d'aide. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent faire pour vous aider? Ils peuvent prendre contact avec nous parce que, en fait, on a autant besoin d'argent qu'on a besoin de main-d'œuvre. On a autant besoin de savoir spécifique, professionnel, que des gens qui sont là juste pour venir accompagner les gens qui fréquentent notre organisme. On a besoin de beurre de pinot pour nos petits déjeuners, mais on a besoin aussi d'ordinateurs. Donc, les besoins sont très grands. On a des locaux. On a des locaux qui sont très bien situés, très bien fonctionnels. On a des intervenants chevronnés, mais on a besoin d'un apport. Donc, ils peuvent nous contacter directement par téléphone ou sur notre site Internet. Nous suivre sur Facebook, c'est une façon aussi de voir ce qu'on fait. D'accord. Bien, toutes ces coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Robert Baudry, merci d'avoir été là. Merci à vous. Et bonne continuation avec le Pas de la rue. Les aînés représentent 14,3 % de la population du Québec, soit une personne sur 7. Le nombre de personnes âgées a plus que quadruplé au Québec depuis 50 ans. Selon Statistique Canada, le Québec compte, à égalité avec la Colombie-Britannique, la plus forte fréquence de personnes âgées à faible revenu. Parmi tous les aînés, la pauvreté touche davantage les femmes que les hommes. Plus tard à l'émission, un policier de Montréal-Nord a mis sur pied un projet de course à pied en collaboration avec 3 écoles de l'arrondissement. Il est avec nous sur le plateau pour en discuter. Et à notre segment Coup de chapeau, on reçoit un enseignant qui a eu l'idée d'offrir à des personnes handicapées des randonnées en plein air à dos d'humain.
Les plus vieux d'entre vous se souviennent probablement du Collège classique, qui est en quelque sorte l'ancêtre de nos cégeps. Eh bien, en 2010, le Collège néoclassique a été fondé pour offrir des cours intensifs d'une journée, inspirés de l'enseignement qui se donnait à l'époque au Collège classique. Et pour découvrir cette organisation, nous avons sur le plateau Julie Favreau, qui est l'administratrice, dis-je, du Collège. Madame Favreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. D'où est venue l'idée de fonder le Collège néoclassique? En fait, le projet a été initié par Guillaume Lavoie, qui est maintenant conseiller municipal, donc, de Projet Montréal. Tout à fait. Et à l'époque, était professeur à l'ENAP. Et il avait constaté un décalage entre les nouvelles générations, les plus jeunes, et ceux qui ont fait le Collège néoclassique. Il y avait des références... Le Collège classique. Oui, c'est ça, pardon. Le Collège classique à l'époque, oui, tout à fait. Il y avait des références qui étaient différentes. Il y avait des façons de structurer les pensées aussi qui étaient un peu décalées, en fait, des plus jeunes. Et il s'est dit, bien, est-ce qu'il n'existe pas des cours comme ça qu'on pourrait donner aux plus jeunes générations pour bénéficier des enseignements du Collège classique? Et concrètement, ce décalage-là, on le voit où, à quel niveau? Bien, je vous dirais au niveau de la structure de pensée. Le Collège classique a tout un cheminement dans pourquoi on a une certaine idée, une certaine analyse rhétorique. On comprend l'argument, on comprend son contexte. C'est vraiment une structure d'analyse. Et puis ensuite, il y a toutes les références. Donc, les grands penseurs, Voltaire, Aristote, Thomas d'Aquin, qu'on va voir dans le Collège néoclassique et qu'on voyait habituellement dans tous les cheminements du Collège classique. OK. Donc, c'est vraiment pour pallier à, est-ce qu'on peut dire, une culture générale qui est peut-être moins importante ou qui est peut-être moins étendue qu'elle pouvait l'être pour les générations qui nous ont précédés? Bien, qui est certainement moins présente aujourd'hui dans les cours d'enseignement contemporain. C'est des découvertes à chaque fois. Chaque collège néoclassique, chaque cours est une découverte pour tous les gens qui sont autour de la table. On apprend toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas vu en classe, qu'on ne voit pas aussi dans les médias ou dans l'analyse politique contemporaine. On retourne un petit peu en arrière, on va ailleurs, on challenge beaucoup aussi les idées préconçues. C'est vraiment la technique enseignée par le Collège néoclassique. Et quel genre de formation est donnée au Collège néoclassique? C'est des cours d'une journée et on passe tout un cheminement. Donc, en avant-midi, habituellement, on va un petit peu plus vers les fondements des mouvements qu'on va regarder. En après-midi, on s'en va davantage dans des discours politiques contemporains. L'idée, c'est une journée, un sujet. Donc, par exemple, dans les prochains cours qui s'en viennent, on va regarder le terrorisme. On va l'analyser pendant une journée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Où est-ce qu'on s'en va? Comment on peut analyser le mouvement terroriste ou qu'est-ce que le terrorisme? Et ensuite, bien, il y a le fanatisme qui s'en vient aussi. On a regardé le jugement éthique, la place de la religion dans la société. Donc, c'est toutes sortes d'enjeux comme ça, politiques, philosophiques, qu'on va analyser. Et dans une journée type de cours, donc, ça dure toute la journée. Oui. Est-ce que ce sont est-ce que c'est un enseignant qui nous présente la matière? Est-ce qu'il y a des conférenciers, des invités? Comment ça marche? Oui, le professeur principal est Maxime Allard, qui est cofondateur avec M. Lavoie. Maxime Allard est professeur de philosophie au Collège universitaire dominicain. Et donc, c'est la personne... À Ottawa. À Ottawa, exactement. Et qui nous accompagne pendant toute la journée. Donc, il y a une partie du cours qui va être beaucoup plus magistrale, où là, il va nous parler puis nous enseigner des façons de voir le problème. Oui. Et ensuite, on va toujours avoir une partie débat, une partie échange. Les gens vont être interpellés là, sur leurs propres croyances, sur leur propre bagage aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille toujours en groupe de 12 à 15 personnes, principalement des jeunes professionnels, donc qui apportent tous quelque chose de leur milieu, quelque chose de leur vécu, de leur expérience, qui est partagé lors des sessions de débat ou d'échange. Et est-ce que ce sont uniquement des jeunes professionnels qui participent ou il y a des gens plus âgés pourraient s'inscrire à certains de vos cours? Ça pourrait. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, sauf d'être curieux. C'est la seule chose qu'on demande. Par contre, le format est fait pour des jeunes professionnels, c'est ce qu'on y trouve aussi. Il y a beaucoup d'étudiants aussi, là, je vous dirais, entre 20 et 40 ans, peu importe où vous êtes rendu dans vos études, où vous êtes rendu dans votre parcours. C'est un format de cours qui s'adapte bien à la vie qui bouge beaucoup, vu que c'est juste une journée. Puis, donc voilà, donc les week-ends, j'imagine? Exactement. Les samedis de 9h30 à 4h30. D'accord. Et
Au total, combien de personnes se sont inscrites à vos cours depuis la Fondation? Oui. Est-ce que vous le savez? En fait, c'est environ 450 participations et puis on a environ 150 personnes donc, qui sont venues une fois. Mais donc, vu qu'on a 450 participations, ils sont venus en moyenne 3 fois à chaque fois. Donc, quand on y goûte, on aime ça puis on y revient. Et, bon, il y a un coût d'inscription, j'imagine, c'est combien? Oui, c'est 85 $. Ça ne comprend pas le repas, mais par contre, on vous donne un rabais, un crédit d'impôt. Donc, c'est... Ah, OK. Oui. Donc, pour crédit d'impôt pour don de charité? Oui, exactement. D'accord. Est-ce que c'est uniquement à Montréal que se déroulent ces séances-là ou s'il y en a ailleurs au Québec? En fait, c'est principalement à Montréal. Par contre, s'il y a des demandes ailleurs au Québec, il y a possibilité d'organiser des cours à la carte dans d'autres municipalités. Par le passé, il y en a eu à Ottawa, il y en a eu à Québec. Aujourd'hui, on a une programmation annuelle de 12 cours, donc environ un par mois à Montréal, mais on ne dit jamais non à aller ailleurs puis rencontrer d'autres étudiants. Et en terminant, est-ce que vous avez une idée où le Collège néoclassique pourrait être dans 5 ans, dans 10 ans? En fait, en ce moment, on est en train de faire un projet pilote pour organiser une certification de crédit universitaire avec les cours, toujours en partenariat avec le Collège universitaire dominicain à Ottawa. Et donc, les cours du Collège Néo pourraient être reconnus comme des crédits. Ça pourrait donner accès à un certificat en philosophie, rhétorique, politique. C'est en développement. On espère continuer dans cette voie-là, faire aussi d'autres formats de cours, plus longs, continuer là, à répondre aux demandes des étudiants. D'accord. Julie Favreau, donc, vous êtes administratrice du Collège néoclassique. Merci d'avoir été là. Merci. Voici quelques exemples de collèges classiques qui ont existé à Montréal. Le Collège de Montréal a été fondé le 1er juin 1767 en tant que petit séminaire de Montréal par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, plus particulièrement par le père Jean-Baptiste Curateau de la Blaiserie. Il est considéré comme le premier collège privé de Montréal. Le Collège Sainte-Marie était un collège jésuite de Montréal. Fondé en 1848, il a cessé d'exister en 1969 à la suite de son incorporation au sein de ce qui est devenu l'Université du Québec à Montréal. L'enseignement au Collège Saint-Laurent a débuté en 1847, l'année même de l'arrivée à Saint-Laurent des premiers religieux de Sainte-Croix. Le collège deviendra en 1968 le Cégep de Saint-Laurent. On retrouve maintenant avec plaisir Camilla Rodriguez, CA, qui est avec nous pour son dossier d'actualité de la semaine. Camilla, bonjour. Bonjour. Re-bienvenue au bulletin. Merci. Alors, on en parlait tout juste il y a quelques instants avec Julie Favreau du Collège néoclassique, donc une forme d'éducation un peu différente, un peu alternative. Et on va aborder aujourd'hui avec vous les différentes écoles alternatives qui voient dans le fond l'éducation peut-être d'une façon non conventionnelle. Exactement. Tout d'abord, il y a les écoles alternatives qu'on appelle les écoles alternatives, disons, traditionnelles, si on peut utiliser ça comme terme, qui sont regroupées sous la REPAQ, donc regroupement des écoles alternatives du Québec. Puis, il y en a 32 au Québec, 9 à Montréal. La plupart sont des écoles primaires. Il y en a quelques-unes qui sont secondaires. Puis, c'est vraiment des écoles qui ont, comme vous disiez, une philosophie différente. Il y a plusieurs philosophies qui se côtoient. Il y a des écoles de pédagogie ouverte, donc d'autres où est-ce que, dans le fond, où est-ce que les étudiants sont invités à aller chercher leur apprentissage, mais au travers de projets, donc de production matérielle. Donc, plutôt que d'avoir des cours magistraux plus traditionnels, d'ailleurs. Exactement. Okay. Puis, donc, c'est vraiment une philosophie qui est mise sur l'auto-formation, sur, disons, l'autonomie, quoi. Puis, qui va aussi, dépendamment des philosophies aussi d'éducation, mais beaucoup mettre les enfants en contact avec des jeunes d'âge, oui, similaires, mais pas la même tranche d'âge comme on est habitué. Donc, on peut avoir des 6-9 ans ensemble, 9-12 ans. Puis, ça vise, encore une fois, à ce que les jeunes soient en contact avec d'autres personnes, puis puissent grandir de manière différente. Donc, voilà. Aider aussi à la socialisation de tous ces gens-là. Au-delà de ces écoles traditionnelles-là, nos téléspectateurs l'ont certainement constaté, on voit une prolifération depuis plusieurs années dans les écoles publiques de différents programmes particuliers qui sont offerts. Présentez-nous quelques-uns de ces programmes-là. Bien, il y a le programme Sport-études qui est très connu.
pas tous les programmes qui se veulent sport-études le sont. C'est une autorisation, c'est une appellation contrôlée, disons. OK. Puis... Donc, qui permettent à des étudiants de pratiquer du sport, d'avoir plus que 2 ou 4 périodes d'éducation physique au 9 jours, donc, et de faire plus de sport. Ça s'adresse aux sportifs, en fait, disons aux sportifs presque professionnels, dans le sens que il faut que la fédération sportive où l'élève fait du sport passe un accord avec l'école ou avec la commission scolaire pour que, dans le fond, le matin, habituellement, c'est comme ça que c'est organisé. Le matin, l'élève a des cours traditionnels, français, anglais, mathématiques. Puis l'après-midi, va poursuivre son entraînement, et ce, 5 fois par semaine. Donc, c'est vraiment un accord entre la fédération sportive, donc l'élève doit être reconnu par la fédération sportive, et l'école. Donc, c'est au-delà des concentrations sportives qu'on voit dans les écoles où ce ne sont pas nécessairement des athlètes de pointe. Exact. OK. Au-delà de ça, il y en a d'autres aussi? Oui. Il y a, en fait, c'est pas totalement c'est pas un type d'école qui est différente, ce sont les élèves qui sont différents. On parle des élèves, des surdoués. Surdoués qui est, en fait, qui amène une problématique tout entière dans l'éducation, parce que c'est des élèves qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement à un autre niveau, puis qui souvent se retrouvent dans les écoles, dans des classes normales, à s'ennuyer. Et qui dit un enfant qui s'ennuie, dit un enfant qui dérange. Donc, ça pose... Ou un candidat au décrochage. Exactement. Il y a énormément d'échecs scolaires. Je lisais qu'une étude française qui disait 70% des surdoués sont en position d'échec à cause, donc, dans le fond, du manque de stimulation. 2%, les surdoués, c'est environ 2% de la population. Il y a des groupes qui existent. Vous connaissez peut-être le MENSA? Oui, les MENSA, oui, tout à fait. Donc, c'est 2% de la population. Peu importe le groupe d'âge, peu importe le revenu, c'est vraiment 2% d'une population donc suite à un test de QI, qui peut se regrouper ensemble, qui peut entrer dans ce club-là, qui vise en fait... Qui font, entre autres, des activités sociales, des choses comme ça. L'objectif, c'est de donner un environnement qui est le plus stimulant possible pour l'enfant, mais il y a certains parents qui font le choix de ne pas envoyer leur enfant à l'école et de faire l'école à la maison. Oui, l'école à la maison. On voit ça assez rarement. Ça existe au Québec. C'est tout à fait légal. En fait, on peut retirer son enfant de l'école publique à n'importe quel moment de l'année, ou même de l'école privée, peu importe. Donc, on peut retirer l'enfant de ce circuit-là. Il faut donc seulement la marche à suivre, c'est contacter l'école, la commission scolaire, les aviser, puis avec eux, donc leur envoyer une lettre d'intention. Puis avec eux, voir quelle est la marche à suivre. Donc, quels sont les manuels qui pourraient être utiles pour l'enfant au cours de l'année. C'est sûr qu'au niveau primaire, on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir enseigner, un expert dans une matière en particulier. Quoiqu'avec tous les changements de terminologie qu'il y a eu dans l'enseignement de la langue française, il y a peut-être des choses, il y a peut-être une mise à jour que certains parents ont besoin d'avoir. C'est peut-être pas faux, mais en effet, 1 + 1 donne toujours 2. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Puis il y a des groupes de soutien qui existent pour les enfants qui sont scolarisés à la maison. Un des grands questionnements qu'on se fait avec les enfants qui vont à l'école à la maison, c'est la question de la socialisation. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas en contact avec d'autres enfants de la même manière que ceux qu'on est habitué de voir peut socialiser de la même manière? La réponse est oui, évidemment, à travers d'autres groupes, des groupes communautaires, à la bibliothèque. Donc, il suffit d'inscrire l'enfant à d'autres groupes. Puis, il y a des organisations, des associations québécoises pour les études à domicile. Donc, il y a vraiment un réseau qui existe. C'est ça. Il y a un encadrement qui est offert aux parents qui veulent que leur enfant fasse l'école à la maison. C'est ça. Donc, voilà. Camilla Rodriguez-CA, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Et de notre côté, on se revoit tout de suite après la pause. On vous présente une nouvelle coopérative brassicole qui a été fondée dans Rosemont, la Petite Patrie. Restez avec nous.